Que ce morceau a été découpé. C'est un abat de boucherie, mais je ne sais pas trop lequel. Trudy, qu'est-ce que c'est comme morceau? Un bout de crâne? Le pelvis, je pense. De vache? Oui, de vache. Encore un? Peut-être Flavius Cerealis a-t-il goûté à cette viande. Dans ses tablettes, il témoigne de la vie dure du soldat en campagne. Au bout de quelques semaines d'hiver, la paille fraîche commence à moisir. La pluie incessante qui tombe sur le camp trempe tout. Les routes sont défoncées. Entre gardes et entraînements, les hommes se retrouvent autour des feux pour boire leur boisson préférée, du vin au miel et aux épices. Ils jouent aux dés ou aux dames. Quelques hommes ont été blessés au combat et le médecin du camp, un grec, comme beaucoup de médecins des légions, est à leur chevet. Flavius Cerealis commande une garnison qui est comme une petite cité. Chacun de ces hommes possède une ou plusieurs spécialités, une qualité appréciable pour les soldats, car les artisans les plus reconnus sont exempts de manœuvre. Le fort dispose d'un hôpital que le tribun a fait construire par des équipes de maçons et de plâtriers. Les bûcherons fournissent le bois de chauffage. Les armuriers fabriquent et entretiennent les armes. Les hommes attendent les beaux jours pour prélever les impôts dans des contrées alentours ou faire du commerce avec les villages voisins. Pour vivre, la garnison doit vendre des produits qu'elle fabrique. Des briques et des tuiles estampillées de l'aigle des légions de Rome. Des objets en fer forgé, mais aussi des bijoux. Certains camps comportent même des ateliers de céramique. La cohorte abrite aussi un cordonnier, un artisan respecté, car c'est lui qui fabrique et répare les sandales de cuir dont les soldats ont tant besoin. Ces sandales solides sont bien reconnaissables grâce à leurs semelles renforcées par plusieurs rangées de clous. Cela devait être une chaussure de soldat. Vous pouvez voir les clous sous la semelle qui permettaient de protéger la chaussure pendant les marches. So on the top part, that would go up. It's a full boot. Another layer underneath. Has it got studs on the bottom? Or is it not that kind of a... I think it's more of a... It might have the studs on the bottom. You see, I don't want to lift it up too much because of the... you see the... It's an actual On peut voir que c'est une chaussure en cuir et elle est faite d'une seule pièce. Vous pouvez voir ces trous, ces larges trous pour les lacets. Les plus petits sont juste là pour la décoration. Ils devaient probablement mettre des chaussettes là-dessous. C'est vraiment excitant et c'est probablement l'une des plus belles découvertes que l'on peut faire. C'est vraiment super. Vous voyez, elle est très bien conservée. Ça fait vraiment plaisir de trouver ça. Un peu plus tard, les archéologues retrouvent une chaussure de femme dans l'enceinte du fort. Une trouvaille exceptionnelle. Que fait-elle au milieu des effets militaires? Très beau. Vraiment très très beau. Oui, on l'a trouvée là. Vous la mettez dans un sac rempli d'eau. C'est vraiment super, les filles. Encore une chaussure de femme. Oui, une chaussure de femme. Et dans un baraquement de soldats. En plus des chaussures de femme, l'équipe a retrouvé des chaussons de bébé à l'intérieur de l'enceinte des remparts. Une autre fouille fait ressurgir du sol un glaive de bois. On croit d'abord qu'il s'agit d'une arme factice destinée à l'entraînement, mais elle est trop petite pour avoir été maniée par un adulte. En fait, c'est un jouet. Ces trouvailles montrent qu'il y aurait eu des femmes et des enfants à l'intérieur du fort de Vindolanda, alors même qu'il était interdit aux légionnaires de se marier. Difficile à croire, avant que les archéologues ne comprennent autre chose. Les légions stationnées en Grande-Bretagne s'étaient installées durablement. Au cours des 20 dernières années, les archéologues ont fait une autre découverte concernant le plan du fort et ses alentours.
En creusant leurs tranchées, ils ont mis au jour des structures enchevêtrées. Le bois et la pierre sont superposés à quelques années de distance et selon un schéma différent. Il n'y a pas eu sur le plateau de Vindolanda un seul fort, comme on l'a longtemps cru, mais une série d'édifices différents. Les premiers forts étaient en bois. Ils n'étaient que des structures temporaires. L'armée romaine était alors mobile et chaque cohorte avait construit ses propres fortifications. Mais au début du 1er siècle, un fort de pierre avait été construit. Les légions s'étaient immobilisées sur la frontière. Un village s'était même greffé aux portes de la garnison. Le fort de pierre avait attiré les populations locales qui en retiraient certains avantages économiques. Un village avait vu le jour. Les jeunes hommes de la 9e cohorte devaient certainement y rencontrer de jeunes femmes qui devenaient leurs compagnes malgré le règlement strict des légions. Ce village accueillait les marchands, les familles des soldats et des lieux de plaisir. L'un d'entre eux est le symbole du monde romain, les bains. Ce bâtiment, composé de 2 salles voûtées parallèles et d'une piscine en demi-lune, était construit à l'orée du village. On est en train de rentrer dans les bains militaires. Nous nous trouvons dans le vestiaire, juste après la porte d'entrée. C'est une pièce assez grande. C'est ici qu'on laissait ses vêtements avant d'aller dans le bain. Il pouvait y avoir 50 ou 60 personnes en même temps ici. Nous sommes ici dans un bain. Il faut imaginer ça comme une petite piscine. Je suppose que 6 à 7 personnes pouvaient se réunir ici pour avoir des conversations agréables. Ce que je veux dire, c'est que les bains comme celui-ci permettaient aux soldats d'oublier sa dure existence de militaire. Il faut l'imaginer assis dans un superbe bain d'eau chaude. Il est probablement entouré de ses meilleurs amis et il raconte des ragots sur son centurion, sur la façon dont cet officier fait son boulot. Et pendant tout ce laps de temps très court, il s'évade totalement des difficultés du monde réel. Avant de débuter leur excavation, les spécialistes d'architecture militaire s'interrogeaient. Le fort de pierre de Vindolanda allait-il être semblable à ceux des autres frontières de l'Empire? Serait-il ce grand vaisseau rectangulaire dont le squelette est bâti autour de 2 grands axes se coupant en angle droit? Comporterait-il les rangées de baraquements destinées à la troupe? Les archéologues supposaient que la tradition militaire prévaudrait et qu'ils retrouveraient le Praetorium, ce quartier général dont le cœur était constitué par la salle des étendards, un sanctuaire dédié au culte impérial et à la sauvegarde du trésor de la garnison. Les fouilles ont confirmé cette hypothèse. Le fort de Vindolanda est en tout point semblable à ceux de la frontière germaine. Voici le quartier général, le bâtiment le plus important du fort. Lorsqu'on descend ici, on peut voir tout de suite, sur le côté droit, l'un des nombreux entrepôts du fort. C'est là que devaient être entreposées les armes, les lances de cavalerie, les glaives, les javelots, les dagues, mais aussi les vêtements. L'armée romaine utilisait beaucoup de vêtements. Et maintenant, voilà l'endroit le plus important. C'est le bloc des officiers. Et à l'intérieur, au centre, vous avez la chapelle des enseignes. Dans cette pièce, cette chapelle aux enseignes, vous avez au centre la statue de l'empereur.
Probablement ici, au milieu. Vous voyez, là où la pierre est entaillée. La statue devait être là. Et sur le côté, vous avez les enseignes du régiment, les symboles du régiment. Derrière, une toute petite pièce dans laquelle le trésor du fort était conservé. Ce bâtiment est vraiment le cœur du fort, le bâtiment le plus important de tous. Et pour cette raison, il est toujours construit de façon à faire face aux problèmes éventuels. Et dans ce cas particulier, il a été construit face au nord. Avec la construction du fort de pierre, les troupes se sont enracinées sur le territoire qu'elles défendaient des invasions barbares. Le docteur Burley pensait que les soldats s'étaient assagis en nouant des relations durables avec des autochtones. Une fois encore, les tablettes ont confirmé cette hypothèse. Flavius Cerialis lui-même n'était pas venu seul jusque dans ces contrées lointaines. Sa femme et son fils l'avaient accompagné. Nombre d'officiers avaient fait de même, comme le montrent les tablettes répertoriées sous le numéro d'inventaire 291 et 292. Une correspondance privée entre la femme de Cerialis, Lépidina, et l'épouse d'un préfet de camp, Claudia Severa. Le bonjour de Claudia Severa à sa chère Lépidina. Le 3e jour des Ides de septembre, ma sœur, je souhaite sincèrement que tu puisses venir chez nous pour mon anniversaire. Par ta présence, tu me rendras ce jour encore plus agréable si tu viens. Donne le bonjour à ton cher Cerialis. Mon Aelius et mon petit garçon te donnent le bonjour. Je compte sur toi, ma sœur. Porte-toi bien, ma chère âme. Chère Claudia, comme je te l'avais promis, j'ai demandé à Cerialis la permission de venir te voir. Et il m'a dit qu'il était déjà au courant et que nous vous visiterions. Tu recevras une autre lettre te disant comment et quand nous viendrons à ta rencontre. Embrasse ton Aelius pour moi, lointaine sœur, si chère à mon âme. Aucun texte, mieux que les tablettes de Vindolanda, n'a témoigné des changements de mœurs dans l'armée romaine. Les recrues des troupes auxiliaires ont bafoué une règle essentielle de la Légion. Ils ont fondé des familles sur leur lieu de garnison. On comprend désormais pourquoi tant d'hommes ont déserté. On peut imaginer pourquoi les soldats désertaient. Nombre d'entre eux avaient dû s'attacher à des filles du village, de sorte que lorsqu'ils furent envoyés en Dacie, la seule solution était de déserter, de s'échapper en partant dans les collines pour quelques jours, en attendant que le régiment disparaisse. Et ils étaient tranquilles après ça. Sur les traces de Cerialis et de ses hommes, l'enquête est allée plus loin encore. Des archéologues ont reconstitué l'enchaînement d'événements qui ont fait que les tablettes sont parvenues jusqu'à eux. En analysant la zone d'extraction, ils ont découvert que les tablettes formaient une boule compacte. Les mieux conservées se trouvaient au cœur de cette masse. Celles de la surface avaient été exposées aux flammes et certaines étaient même quasiment réduites en cendres. Ils pouvaient reconstituer les circonstances particulières de la scène qui s'était jouée voilà 2000 ans dans le fort de Vindolanda. Après plusieurs années de casernement, la 9e cohorte batave est expédiée sur le Danube. Avant de quitter les lieux, Flavius Cerialis brûle les archives en toute hâte. Mais ce jour-là, il pleut. Et les gouttes de cet orage vont étouffer les flammes.
Lorsqu'il lance dans le bûcher les archives du camp, Cerialis sait-il ce qui l'attend? Heureux ceux de ces hommes qui ont décidé de déserter. Au mois de mars, en 105 après Jésus-Christ, l'empereur Trajan, à des milliers de kilomètres de Vindolanda, traverse le Danube. Avant de lancer une grande expédition vers l'Est et la Mésopotamie, Trajan envahit la Dacie, la Roumanie actuelle. 8 légions sont installées au-delà du Danube pour garder cette colonie lointaine, enclavée en plein pays barbare. Mais qu'est-ce que Trajan va faire sur les bords du Danube, à des milliers de kilomètres de Rome? Voilà la porte d'accès de la galerie datant de l'époque romaine. La galerie romaine se trouve au bas de ses 157 marches, à une profondeur de 100 mètres. Les Romains aimaient la belle ouvrage. Ils ont progressé sous la terre en faisant très attention. À cette époque, il n'y avait pas d'explosifs, tout était fait à la main. Ils utilisaient seulement des burins et des marteaux pour creuser ce tunnel petit à petit. Aujourd'hui encore, il y a de l'or dans les entrailles de cette terre. Les campagnes que va mener la 9e cohorte en Dacie seront dures et cruelles. C'est cette guerre que raconte la colonne Trajane, sans omettre les détails les plus sordides. Les légions y affrontent les cavaliers sarmates, chargeant les fantassins comme une vague d'acier. Entièrement cuirassés, les hommes et les chevaux ne font plus qu'un. Mais ces lames se brisent sur des légions monolithes. Les armées de Rome avancent en broyant tout sur leur passage. Les batailles sont nombreuses et sanglantes. Aucun des deux belligérants ne fera de prisonniers. Dans ce conflit, comme dans toutes les guerres, ce sont les populations civiles qui souffrent le plus. Les femmes, les vieillards et les enfants, lorsqu'ils ne sont pas massacrés, sont déportés. Vea victis, malheur aux vaincus. C'est en Dacie que nous perdons la trace de Flavius Cerialis et de la 9e cohorte batave. Trajan, épuisé, meurt en 117, au retour de sa dernière campagne sur les bords de l'Euphrate. Lorsqu'Adrien accède au pouvoir, il comprend vite que l'ère de l'expansion est révolue. Le nouvel empereur décide d'entourer l'Empire d'une ligne de défense, composée de milliers de tours de guet, de murs et de fossés. Cette frontière, c'est le limès, censé freiner, voire anéantir toute attaque barbare. En Germanie, en Orient et en Afrique, plusieurs milliers de kilomètres à défendre, avec 130 000 hommes seulement. Ces dernières forces, l'armée romaine les laisse dans la construction de cette barrière. En Grande-Bretagne aussi, les légionnaires se protègent derrière cette digue illusoire.
Un mur, haut de 6 mètres, large de 2 à 3 mètres, long de 130 km barre le nord de l'île. Un profond fossé borde l'ouvrage. Une route court en parallèle, de fort en fort. Vindolanda est au centre du dispositif et Adrien s'y rend lui-même. Débutés en 122, les travaux s'achèvent 5 ans plus tard. De nombreuses unités participent à l'édification de ce gigantesque ouvrage. Tous les kilomètres et demi, un petit bastion abrite une poignée de fantassins et quelques cavaliers. Mais la protection de l'Empire commence à coûter cher, très cher. Les légions de Rome s'affaiblissent, comme le prouve une découverte récente. À 100 km au nord du mur d'Adrien, les fouilles de plusieurs villages pictes ont révélé des trésors monétaires, des milliers de pièces romaines au cœur du territoire ennemi. Que faisaient-elles là? Les archéologues écossais l'ont vite compris, comme l'explique le conservateur du Musée national d'Écosse. Vous avez là à peu près 200 pièces découvertes dans ce pot. Ces monnaies ont été trouvées au-delà de la frontière, en plein territoire barbare. Nous pensons qu'il s'agissait d'un cadeau ou d'un tribut payé à un chef local. À cette époque, les Romains usaient aussi bien de leur puissance militaire que de la diplomatie. Et lorsque l'armée ne suffisait plus, la corruption pouvait aider. Nous sommes en 160 après Jésus-Christ. Le centurion du fort de Vindolanda s'est résolu à pénétrer en territoire ennemi. C'est une expédition pacifique cette fois, une sorte de rencontre commerciale. Depuis des mois, ses effectifs sont réduits à une poignée d'hommes. Ceux de ces soldats qui n'ont pas déserté ont été envoyés sur la frontière germaine, où la guerre a repris. La paix romaine est bien malade. À son apogée, l'Empire est déjà en sursis. Une trentaine de légions peinent à maintenir l'intégrité des frontières. Rome n'est pas la patrie de ces soldats auxiliaires venus de Gaule, d'Ibérie ou du nord de l'Europe.